Que pensez-vous, Scott, de ce qui s'est passé avec le porte-avions Abraham Lincoln? Car un nouveau reportage de MSNBC affirme que le porte-avions n'a pas été ravitaillé parce que le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a menti à Donald Trump en lui disant que la 5e flotte de l'US Navy à Bahreïn avait été entièrement détruite par des frappes iraniennes. Mais voici le problème. Oui, mais voilà le problème. Commençons par les éléments de base. Des photos ont été diffusées. Je veux dire, des gens comme Trita Parsi, vous savez qui est Trita Parsi, ont relayé des photos. D'autres personnes ont aussi publié des photos. Ce sont tout simplement des fabrications. On ne peut pas montrer une photo d'un volet d'avion avec des gens qui écrivent dessus. Enfin, de toute évidence, ils ne sont jamais montés à bord d'un porte-avions. Parce que les équipes de maintenance ne laisseraient jamais un avion devenir aussi sale, pour commencer. On nettoie nos avions, croyez-le ou non. Mais surtout, ce n'était pas sur un porte-avions. Ce n'est pas un avion embarqué. Cette photo a été prise au sol. Ce n'est pas un aéronef embarqué. Donc, c'est une fabrication. Et là, il faut se demander, qu'est-ce que les gens fabriquent dehors? Il y avait une photo d'une cafétéria. Elle n'est sur aucun porte-avions, sur aucun navire. On n'y trouve pas de parpaing, ni toutes ces conneries-là. Donc, on sait que des informations circulent, censées venir de membres de famille inquiets de ce qui se passe sur l'Abraham Lincoln. Donc, dès le départ, on a un problème. Deuxièmement, voilà où cette histoire s'effondre. Où est Bahreïn? Vous êtes assez intelligent pour savoir que Bahreïn se trouve au nord du détroit d'Ormuz, au milieu du golfe Persique. Donc disons à titre purement hypothétique que j'ai des entrepôts remplis de matériel de soutien à Bahreïn et que j'ai un porte-avions au sud du détroit d'Ormuz. Comment suis-je censé acheminer tout ça jusqu'au porte-avions? How am I supposed to get that stuff to the aircraft carrier? Because it ain't coming north. Parce que ça ne remonte pas vers le nord, et je ne descends rien vers le sud. Donc, déjà c'est stupide, parce que je vous le dis tout de suite, le soutien logistique de l'Abraham Lincoln n'était lié à Bahreïn d'aucune manière, sous aucune forme, si ce n'est administrativement, par des formalités. Il n'y a pas à Bahreïn d'entrepôts remplis de tampons, de nourriture et de ce genre de choses qui attendent d'être transbordés sur le navire. Donc c'est tout simplement un mensonge. Il y a une installation, je crois, dans le sud de l'Arabie Saoudite, où la marine a construit des entrepôts qui sont utilisés. Des avions peuvent y atterrir, être chargés, puis repartir. Et cela a peut-être été touché ou menacé par des missiles iraniens, même si je n'ai vu aucune preuve qu'un missile iranien ait frappé cet endroit. Mais ils essayent de dire que Bahreïn a été détruit. Vous ne pouviez pas utiliser cette installation à cause des missiles. Alors ils sont allés jusqu'à Diego Garcia. Et à Diego Garcia, le matériel était là, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'au navire. Et moi je me suis dit, eh bien c'est pas vrai. Nous avons des navires conçus pour le ravitaillement. Il ne faut pas une éternité pour en réaffecter un. Nous en avons dans la marine américaine. Il n'y en a peut-être pas autant qu'avant. Mais bon Dieu, c'est un porte-avions dans une zone de combat. C'est en quelque sorte la priorité de soutien numéro 1 de la marine américaine. Donc l'idée qu'on ne pouvait pas envoyer un navire là-bas. Et dans le pire des cas, quoi? Je prends tout un tas de minces, de Greyhound, vous savez, les avions de ravitaillement. J'en prends 50 et je les fais venir par avion. On les charge, on les fait venir, ils atterrissent, déchargent, redécollent et repartent. Plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est faisable. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette histoire sur l'Abraham Lincoln qui sentent vraiment le 100% bidon. Est-ce qu'il y a des problèmes de morale sur un navire dont le déploiement a été prolongé aussi longtemps? Putain, oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes de maintenance à bord de ce navire? Oui, c'est possible. Je ne dis pas qu'il y en a, parce qu'à partir du moment où j'ai vu une photo fabriquée, je me suis mis à suspecter toutes les vidéos que j'ai vues.
N'oubliez pas, il y a plus de 5000 personnes sur ce navire, et vous me montrez 5 toilettes bouchées. Et vous voulez me faire croire que ça reflète automatiquement l'ensemble du navire. Toute cette histoire n'a absolument aucun sens. Ce que je vois, ce sont des gens qui essayent de mener une guerre de l'information ciblée. Il y a des gens qui sont contre cette guerre, et je suis de leur côté. Je suis contre la guerre, moi aussi, mais ils utilisent ça comme exemple pour créer de la dissension à l'intérieur. Normalement, vous me connaissez. Je ne prendrai pas la parole pour défendre l'administration Trump, Pete Hegseth, le ministère de la Guerre ou le département de la Marine. Mais les faits sont les faits, et cette histoire de l'Abraham Lincoln sent vraiment l'invention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de morale. Je pense qu'il y en a. Je pense que vous allez, enfin, Dieu nous en préserve. Quand les données sortiront, vous allez voir un grand nombre de divorces découler de ce déploiement, parce qu'il a été prolongé. Les gens doivent comprendre que, lorsque la marine américaine part en déploiement en temps de paix, des choses se passent. Les familles déménagent. Les enfants sont inscrits dans des écoles. Vous savez, encore une fois, parce que les gens ne veulent pas perturber la famille. Si le navire part au milieu de l'année scolaire, l'épouse et les enfants peuvent carrément aller vivre chez les grands-parents avant le déploiement du porte-avions, pour que les enfants puissent commencer dans une nouvelle circonscription scolaire. Et puis ils prévoient d'y rester pendant un certain temps avant de revenir. Des plans sont faits, les budgets sont établis. Alors, le navire papa n'est pas à la maison et vous ne pouvez pas rentrer à la maison maintenant. Donc vous êtes coincé là-bas pour un semestre de plus, parce que vous ne pouvez pas. Même si papa rentre, vous ne pouvez pas. Et puis l'épouse se dit, merde, de toute façon, c'est pas comme si j'avais un mari ici. Autant ne pas avoir de mari. Au revoir, on reste ici. Et tout à coup, le type reçoit une lettre de rupture, un email de rupture ou une vidéo de rupture pendant son déploiement et il déprime. Depuis longtemps, des gens se font sauter la cervelle en mission après avoir reçu des lettres de rupture. Des gars se sont suicidés au Vietnam. Des gars se sont suicidés pendant la guerre du Golfe. Des gars se sont suicidés durant l'opération Liberté irakienne. Des gars se sont suicidés en Afghanistan. L'amour fait faire des choses étranges. Et ces lettres ne sont pas faciles à recevoir. Et c'est là qu'il faut un bon commandement. Un commandement, vous savez, pas seulement à bord du navire, mais aussi à terre. Un commandement qui anticipe ce genre de choses. Cette épouse n'aurait jamais dû être prise par surprise. L'armée aurait dû mieux faire son travail. Elle aurait dû garder l'épouse sur la base, vous savez, dans ce secteur scolaire, avec des gens pour la soutenir. Comme ça, quand le mari n'est pas là, un réseau de soutien se met en place. C'est comme ça qu'on faisait autrefois. Mais apparemment, tout ça est parti en vrille. Donc, quand vous prolongez le déploiement du navire, et c'est là que Donald Trump se trompe complètement, quand il dit qu'ils ne sont pas déployés assez longtemps. Eh bien, il n'a jamais participé à un déploiement. Alors qu'est-ce qu'il en sait, bon sang? Mais le fait est que, quand vous faites ce genre de choses, quand vous jouez avec les déploiements, vous bouleversez la vie non seulement des marins, mais aussi celle de leur famille. Et ça a des répercussions sur le moral. Donc je ne suis pas en train de dire que le problème de mauvais moral à bord de l'Abraham Lincoln est inventé. Je pense que certains éléments à bord du navire sont touchés. Mais je vais aussi vous dire ceci. Un porte-avions est un système d'armes unique. Et c'est un système. Il y a des avions, mais ces avions, vous savez, leurs opérations sont rendues possibles par des équipes de marins qui comptent parmi les professionnels les plus compétents au monde. C'est leur vie. Ils font décoller des avions, ils les récupèrent, ils les entretiennent et ils chargent les munitions. Et ils sont très fiers de leur travail. Ce ne sont pas des gens qui ont tendance à se réveiller le matin déprimés.
Ils se réveillent quand leur service commence. Ils vont sur le terrain et ils font leur service. Ils en tirent de la fierté. Nous avons fait décoller des avions. Nous avons récupéré des avions. Nous avons fait ça. Et ces gens ne sont pas... L'idée selon laquelle Abraham Lincoln aurait un problème systémique de morale est tout simplement à 100% n'importe quoi. Parce que j'ai travaillé avec des escadrons et je connais ces gens. I've worked with squadrons and I know these people. And yeah, the deployment is there, but this is a combat. Et oui, le déploiement est en place, mais c'est une mission de combat. Et je vais vous le dire, ça peut en énerver certains, mais les types qui larguent les bombes n'en ont rien à faire de savoir sur qui ils les larguent. On leur a dit de larguer une bombe. Qu'ils larguent une bombe sur les Houthis au Yémen, sur l'Irak, sur l'Iran ou sur le Hezbollah, ils s'en fichent. Ils ont une mission, faire décoller l'appareil, amener l'avion jusqu'à la cible, larguer les munitions sur la cible, de manière à traiter cette cible comme elle doit l'être, revenir, puis se préparer à recommencer demain. Bienvenue dans la réalité de la guerre. Si vous pensez une seule seconde que ces types se réveillent en se demandant « Pourquoi est-ce qu'on bombarde l'Iran ?» Non, on ne reste pas longtemps en vie dans une zone de guerre quand on commence à penser comme ça. You don't live long in a war zone when you start thinking like that. You got to think about, okay, I got to get my crew rest. Il faut penser à tout ça. D'accord, je dois laisser mon équipage se reposer. Je dois me lever. Très bien, je dois voler. Quels sont mes paramètres de vol? Quel est le modèle de menace? Que disent les renseignements? Comment vais-je contrer la menace des missiles solaires? Comment vais-je rester hors de portée de ce radar? C'est ce qui se passe dans l'esprit des professionnels militaires. Et ce sont bien de professionnels militaires dont nous parlons. Ces gars opèrent quotidiennement, de manière continue, dans une situation de guerre. Après coup, vous pouvez les faire boire dans un bar et leur dire « Ce déploiement a été long », etc. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils ont réfléchi aux raisons pour lesquelles nous sommes entrés en guerre avec l'Iran et qu'ils se sont renseignés là-dessus. Howd. Reflected on why we went to war with Iran and they read up on it. But right now, I can just promise you that the vast Mais à l'heure actuelle, je peux simplement vous promettre que la grande majorité des marins de l'Abraham Lincoln font leur foutu travail. Ils font leur foutu travail. Ce ne sont pas, vous savez, de petits bébés gignards. Et encore une fois, je dois dire que le fait qu'on diffuse de fausses photographies me porte à croire qu'une grande partie de ce qu'on entend sur l'Abraham Lincoln n'est que de la désinformation délibérée, conçue pour affecter le moral de la marine et saper le président Trump. Encore une fois, je ne dis pas qu'il est mal de saper une mauvaise politique, mais il faut le faire honnêtement, en quelque sorte. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire de l'Abraham Lincoln qui n'ont tout simplement aucun sens pour moi. There's a lot about this Abraham Lincoln story that just makes no sense to me. No. There is a report on Washington Post. Un article du Washington Post indique que le Pentagone évalue la possibilité de réduire la présence militaire américaine dans le Golfe Persique. Ils envisageraient notamment de déplacer des forces vers la Jordanie, Israël et l'Arabie saoudite. La question est, jusqu'où peuvent-ils aller? Car en Arabie saoudite, cela ne veut pas dire qu'ils échapperont aux missiles iraniens, ni qu'ils ne seront plus des cibles pour ces missiles. Comment voyez-vous l'issue, ou ce qui s'est passé jusqu'ici dans la guerre, compte tenu des bases américaines dans la région? Je suis sûr qu'ils réfléchissent très sérieusement à ce qui se passe et à ce qu'ils doivent faire dans un avenir proche. Well, we have two issues. One, we have a military issue. Eh bien, nous avons deux problèmes. D'abord, un problème militaire. Ensuite, un problème politique. Le problème militaire se résout en quelque sorte de lui-même. Tant que nous n'aurons pas la paix avec l'Iran, nous ne pourrons pas réoccuper de manière significative les bases qui ont été en grande partie détruites par l'Iran. Alors, en tant que militaire, il faut se demander comment accomplir ma mission avec des infrastructures réduites, ou redéployer mes forces. Et c'est ce qui se passe. Nous nous replions vers la Jordanie, sur des bases aériennes en Jordanie, nous allons en Arabie saoudite. Nous transférons certains moyens en Israël et d'autres en Europe, en Crète, à Chypre, en Bulgarie, en Roumanie.
C'est dans cette direction que nous nous déplaçons. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Parce qu'ensuite, la question est, quelle est notre mission militaire? This is just a temporary thing, though, because then the question is, what is our military mission? You know, because and that is where politics comes into play. Et c'est là que la politique entre en jeu. I believe that there's a Je pense qu'on reconnaît qu'on ne peut pas soutenir un conflit avec l'Iran sur la durée. Et je pense aussi qu'on reconnaît que les États-Unis n'ont pas la capacité de réorienter l'ensemble de leur infrastructure militaire pour pouvoir projeter au Moyen-Orient une puissance militaire significative, capable de résoudre les problèmes que nous ne pouvons pas résoudre aujourd'hui, comme la prise du détroit d'Ormuz, l'occupation des installations nucléaires iraniennes ou l'élimination des capacités de missiles balistiques de l'Iran. Nous n'avons pas de solution militaire à ces problèmes, ce qui veut dire qu'il est irresponsable d'affirmer que c'est désormais notre mission militaire. Je pense que la mission militaire sera redéfinie en fonction d'objectifs politiques stratégiques. redefined based upon strategic political objectives. And right now, the first strategic political objective is how do Et aujourd'hui, le premier objectif politique stratégique, c'est comment sortir du Moyen-Orient de la manière la moins perturbatrice possible. Comment sortir du Moyen-Orient de la manière la moins perturbatrice possible? Une façon de faire, c'est de mener des opérations de repli vers l'Europe. Autrement dit, on se dirige vers la Jordanie et Israël. Mais ce n'est pas viable. Enfin, vous savez, qu'est-ce que la Jordanie? La Jordanie fait-elle partie de l'Europe? Fait-elle partie du Moyen-Orient, de l'Asie occidentale? Et bien sûr, elle fait partie du Moyen-Orient et de l'Asie occidentale. Ce qui veut dire qu'à terme, la Jordanie devra s'inscrire dans cette dynamique. C'est ce qui s'est passé quand nous parlions de la Syrie, de l'Irak et de la présence militaire américaine en Syrie. J'ai toujours dit, au moment où l'Irak deviendra intenable, la question syrienne sera réglée. Et regardez ce qui s'est passé. L'Irak est devenu intenable. Nous avons quitté la Syrie en un rien de temps. Iraq became unsustainable? We're out of Syria in a heartbeat. Solved its problem. Kuwait's now unsustainable. A résolu son problème. Le Koweït n'est plus tenable. Nous sommes sortis d'Irak. Vous savez ce qui veut dire que nous sommes sortis de Bahreïn. Ce n'est pas tenable sur le plan logistique. Ça ne peut pas fonctionner. Alors nous allons nous replier. L'Arabie Saoudite, vous savez, je ne sais pas combien de temps encore nous allons y rester, mais l'Arabie Saoudite a commencé à chercher ailleurs pour ses besoins de sécurité stratégique. Elle a maintenant ce pacte avec la Turquie et le Pakistan. Vous savez, il existe des alternatives aux armements américains auxquels l'Arabie Saoudite peut recourir si nécessaire. Vous savez, nous avons des enjeux énergétiques qui, même si nous n'achetons pas d'énergie saoudienne aujourd'hui, cela a un impact sur le marché mondial de la sécurité énergétique. Nous pourrions donc conserver l'Arabie Saoudite, vous savez, maintenir une présence militaire en Arabie Saoudite, simplement pour rappeler aux gens qu'ils ne peuvent pas se battre. Saudi Arabia, just remind the people they can't fight. Just remember that. It's not like, when Souvenez-vous-en. Saudi Arabia, the Saudi Ce n'est pas comme si, vous savez, quand on se sert de l'Arabie Saoudite, l'armée saoudienne disait « On gère, chef, on gère, on est l'armée saoudienne, on est fort, on fait de la musculation tous les jours, on court 10 kilomètres avec des charges lourdes sur le dos, on est prêt à se battre. » Non, ce sont les gros types qu'Ansarallah écrase chaque fois qu'ils s'affrontent directement. Et l'Arabie Saoudite sait que, si elle reste à découvert, elle va perdre le sud de l'Arabie Saoudite. Le sud de l'Arabie Saoudite faisait autrefois partie du Yémen, et le Yémen pourrait décider de venir le reprendre. Je sais que pendant la guerre du Golfe, à l'approche du conflit, à l'automne 1990, nous avons envoyé la 7e brigade amphibie des marines au Yémen, enfin en Arabie Saoudite, dans l'est de l'Arabie Saoudite. Et ils se sont installés là, vous savez, on va arrêter les Irakiens s'ils descendent. We're going to stop the Iraqis if they come down. So we got one brigade of Marines. I think we had another. Donc, on avait une brigade de marine. Je crois qu'on avait aussi une autre brigade aéroportée quelque part dans le secteur. Et vous savez, on faisait face à plusieurs divisions de la garde républicaine irakienne. Les marines sont sacrément bons. Et vous savez, je ne reculerai jamais devant un combat. Donnez-moi un couteau Kabar et je m'attaque à un char n'importe quel jour de l'année. Mais j'y laisserai ma peau.
Vous savez, on me donnera une médaille, on m'enterrera correctement. Enfin, ce qu'il en restera. Mais les Marines ne vont pas fuir un combat, sauf qu'on savait ce qu'on était. Des ralentisseurs. Si les Irakiens décidaient de descendre vers le sud, on ne pouvait rien faire pour les arrêter. C'était la réalité, tout simplement. Alors on était là à se dire, au fait, Arabie Saoudite, on est dans votre pays pour vous aider. By the way, we're in your country to help you. And you got this army down there hanging out by Et vous avez cette armée là-bas, qui reste tranquillement près de la frontière yéménite. Pourquoi ne pas faire monter certaines de ces brigades ici? Au moins, faites semblant de vouloir combattre avec nous et mourir avec nous, de défendre votre pays. Et les Saoudiens disaient non, parce que ce sont des Yéménites. On a peur d'eux. On ne va pas laisser notre frontière sans protection. C'est la réalité. Donc l'Arabie Saoudite doit régler le problème yéménite. Maintenant, le Pakistan. Il y a eu des discussions, je crois, il y a quelques années, quand l'Arabie Saoudite a fait tout un battage pour obtenir que les Pakistanais déploient une de leurs divisions afin d'aider au Yémen. Et les Pakistanais ont dit non. Et ça a provoqué un petit tollé. and that caused a little bit of a brouhaha. But Saudi Arabia is dependent upon Pakistan. Vous savez, l'Arabie Saoudite dépend du Pakistan pour ses effectifs, et surtout pour les officiers. Oui. Et ce qu'on pourrait voir, tant que cela n'implique pas le déploiement de troupes pakistanaises au Yémen, parce que je pense que le Pakistan le refusera, c'est que dans le cadre de ce nouveau pacte, des troupes pakistanaises viennent aider à sécuriser la frontière saoudienne avec le Yémen. Et cela pourrait donner davantage confiance aux Saoudiens. Peut-être aussi que l'armée de l'air pakistanaise pourrait intervenir pour renforcer l'armée de l'air saoudienne et la sécurité de l'espace aérien saoudien. Et quand cela arrivera, et la Turquie, parce que c'est un autre élément majeur, les gens n'y pensent jamais, mais je vais vous poser la question. Restons-en à quelques questions de base. Le Qatar et l'Arabie Saoudite, est-ce qu'ils sont amis? Et la réponse est non, pas du tout. Est-ce que l'Arabie Saoudite a déjà menacé le Qatar militairement par le passé? Non. Combien de soldats la Turquie maintient-elle sur le sol qatari? Pourquoi? Pour protéger le Qatar de l'Arabie Saoudite. Mais je croyais que la Turquie et l'Arabie Saoudite venaient de signer un pacte de défense. Vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, mesdames et messieurs. En réalité, c'est une situation assez compliquée. Je pense que lorsque les Saoudiens et les Turcs pourront vraiment régler certains de leurs différends régionaux, l'Arabie Saoudite se sentira suffisamment en confiance pour demander aux Américains de partir. Mais en attendant, l'Amérique est une immense couverture de sécurité. Enfin, quand j'étais enfant, j'avais une couverture. C'est encore l'un des moments les plus traumatisants de ma vie. J'avais cette couverture. Et c'est situation of that worth. Et j'emportais cette couverture partout. J'étais là, assis, à sucer mon pouce avec ma couverture. Je l'avais depuis mon enfance. Je me souviens quand je suis entré en maternelle, je l'avais encore. Puis je passais au cours préparatoire. Et cette couverture n'était plus vraiment une couverture, parce que je tripotais aussi les peluches. C'était mon truc. J'avais la couverture, j'arrachais les peluches, j'en faisais de petites boules, tout ça. Et un jour, ma mère est entrée, elle a vu ce truc tout usé jusqu'à la corde, et elle a dit non. Elle a jeté cette couverture. Boum, mon monde s'est écroulé. Je veux dire, c'était fini, j'avais plus ma couverture. Il m'était tout simplement impossible de vivre. Bon, j'ai fini par grandir et m'en remettre. Mais les États-Unis, c'est cette couverture de sécurité pour l'Arabie Saoudite. Et en ce moment, elle est un peu usée jusqu'à la corde. L'Arabie Saoudite commence à s'en détacher, mais elle a encore besoin de cette couverture pour aller se coucher ce soir. Elle suce encore son pouce. À un moment donné, pour se débarrasser de cette couverture, il va falloir qu'elle ait autre chose pour la remplacer. Est-ce que ce sera ce pacte turco-pakistanais? Je ne sais pas, parce qu'il y a des problèmes inhérents. Encore une fois, le Pakistan a déjà envoyé les Saoudiens promener quand il s'est agi de fournir des troupes pour régler la situation au Yémen.
Quel genre d'allié fait ça? Et la Turquie a des troupes déployées au Qatar pour combattre les Saoudiens s'ils tentaient quoi que ce soit contre le Qatar. Quel genre d'allié est-ce là? Donc, tout ça n'est pas ce qui semble être. Tout le monde. On sait que ce n'est pas à propos de l'Iran. Tout le monde l'a dit. Même les Iraniens disent, ça ne nous dérange pas. Mais alors de quoi s'agit-il? Israël. Ils ne savent tout simplement pas quoi faire, parce qu'il y a désormais un vide psychologique dans le domaine de la sécurité. Les Iraniens ont mis une raclée aux États-Unis, et tout le monde se demande comment est-ce qu'on continue à vivre comme ça. Alors ils essaient de construire quelque chose. On verra. Mais à terme, je pense que les États-Unis devront aussi quitter l'Arabie saoudite. Parce que l'Arabie saoudite ne va plus se concentrer sur les États-Unis, ni graviter autour d'eux. Elle va déplacer son attention ailleurs. Mais ils ont beaucoup de problèmes à régler. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de laisser Mère Nature suivre son cours? Vous savez qui est plutôt doué pour ça? L'un des meilleurs adeptes, aujourd'hui dans le monde, de la politique étrangère façon Mère Nature, la Chine. La Chine est assez forte pour dire « laissons faire, voyons ce qui se passe ». Vous voyez ce que sont les BRICS? Je veux dire, pas les BRICS, mais la BRI. L'initiative La Ceinture et la Route. L'initiative La Ceinture et la Route, oui, c'est l'équivalent dont je parlais à l'université. Vous voyez, la Chine a là-haut un immense satellite hypothétique qui prend une photo de l'économie mondiale. Elle la regarde et se dit « Tiens, je n'ai pas besoin d'inventer des routes commerciales. Elles existent. Il me suffit d'en prendre le contrôle. Construire un port ici, un port là. De la connectivité, les choses circulent naturellement. Pourquoi ne pas faire ça? Donc si vous regardez l'initiative La Ceinture et la Route, et la manière dont la Chine a superposé son propre dispositif, tout cela repose sur les flux naturels de l'économie mondiale. La Chine n'essaie de rien imposer. Elle profite simplement de ce qui existe et le fait fonctionner encore mieux. Je veux dire, regardez ce qu'ils viennent de faire. Personne n'en parle vraiment. Vous savez, la Chine a maintenant créé cette entreprise qui assure un service régulier depuis les ports chinois vers l'Europe, en empruntant le passage du nord-est autour de la Russie. Je crois que ça prend 20 jours, contre plus de 40 jours. Donc, ils ont réduit le temps de moitié. Les coûts sont plus bas. C'est simplement que les Chinois font ça mieux que n'importe qui d'autre, à grande échelle. Je veux dire, n'importe qui peut dire « Eh bien, moi j'ai fait passer un navire par là ». Mais la Chine, elle, fait circuler des navires. Ils font circuler des navires. C'est une activité de grande ligne. D'immenses porte-conteneurs qui passent par là, en profitant des 43 brise-glaces de la Russie, dont plusieurs sont à propulsion nucléaire. Et la Chine entretient de bonnes relations avec les Russes, ce qui veut dire que ses frais de brise-glace seront moins élevés et que ça réduit les coûts. Ça s'appelle simplement tirer parti de ses atouts. Les Chinois sont très forts à ça. Et les Chinois, en ce moment, quand ils regardent le Moyen-Orient, souvenez-vous, ils ont amené les Saoudiens et les Iraniens à un rapprochement. Pourquoi? Parce que c'est le cours naturel des choses. Vous voyez, les États-Unis sont l'antithèse du cours naturel des choses. Nous essayons de créer des frictions. Nous créons délibérément des frictions pour que des nations se battent entre elles, parce que nous avons décidé qu'il valait mieux vendre des armes et maintenir la région dans une instabilité permanente. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Cela conduit à une situation du type détroit d'Ormuz, qui n'est pas seulement mauvaise pour l'Amérique, mais aussi pour le monde et pour la région. Et aujourd'hui, les États-Unis sont le problème, pas la solution. Alors, quelle est la solution? Arrêtez d'essayer de tout imposer. Laissez la nature suivre son cours, et ça se fera. Et les Chinois, quand ça arrivera, les Chinois s'installeront en quelque sorte, parce que ce sont les meilleurs au monde pour dire « Hey, laissons les choses suivre leur cours ».
Ils détermineront quelle est la meilleure voie à suivre. Tout ça, et les choses fonctionneront avec une efficacité maximale. Voilà la solution. Que les États-Unis dégagent de là, surtout avec les dirigeants actuels. The United States the hell out of there, especially with this current leadership.